Quand on fait confiance à quelqu'un, on se rend vulnérable. Par exemple, aujourd'hui, vous m'interrogez. Vous avez pris un risque en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? Enofap a pris un risque. Eh bien, c'est cette capacité à accepter sa vulnérabilité. C'est pas facile pour un manager d'accepter d'être vulnérable, c'est-à-dire de faire confiance. Par contre, pour un collaborateur, effectivement, il est important pour le collaborateur d'avoir la confiance de son supérieur. Les chefs qui l'ont le plus marqué, ce sont justement ceux qui étaient les plus authentiques et les plus vulnérables. Bonjour et bienvenue à On en apprend tous les jours, Live and Learn. Ce podcast vous est offert par Enofap, leader de l'innovation pédagogique partenariale. Nous recevons aujourd'hui Charles-Henri Bessières-Desor. Bonjour Charles-Henri. Bonjour. Nous allons aborder avec vous une thématique on ne peut plus d'actualité, le sens dans le management. Oui. Vous êtes professeur émérite au département management et ressources humaines d'HEC. Oui. École dans laquelle vous enseignez depuis 34 ans. Vous avez été le fondateur et le directeur scientifique du Master of Science Management stratégique des ressources humaines. Exact. Vous avez été président de l'AGRH, Association francophone de gestion des ressources humaines. Oui. Et également le directeur de l'ESC Marseille entre 93 et 95. Vous avez publié de très nombreux ouvrages et articles, dont le dernier que vous avez coécrit chez Vuber avec Michel David de Virville. Maurice Thévenet s'intitule « Ingénierie des libertés, manager en étant plus libre, plus lucide et efficace ». Et sur ce dernier sujet, vous venez de publier un article absolument remarquable sur LinkedIn qui a déjà totalisé plus de 29 000 vues, signe que le thème est ô combien d'actualité et qui s'intitule « Manager par le sens et la confiance ». Alors, la première question qu'on a envie de poser à l'expert que vous êtes, Charles-Henri, c'est « Et l'entreprise, où en est-elle aujourd'hui ?» L'entreprise, elle est morte, mais il y a une nouvelle entreprise qui émerge. C'est la bonne nouvelle. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé un peu de décrire dans ce dernier ouvrage que vous venez de citer, publié chez Vuber en septembre 2022. Pourquoi est-ce qu'on parle d'ingénierie des libertés ? C'est qu'on a la conviction que l'entreprise d'aujourd'hui, et surtout celle de demain, c'est une entreprise qui va, quelque part, un peu libérer les personnes, d'où le terme liberté. Mais la liberté, c'est pas l'open bar. Une liberté, elle est organisée. Et cette organisation, elle est révélée par le terme ingénierie. Donc en fait, c'est la coexistence de structures qui sont quand même organisées et d'une autonomie et d'une liberté. Donc j'ai la conviction que ce qu'on appellera et ce qu'on va appeler de plus en plus l'entreprise, c'est un groupe humain qui se rassemble pour un but. Et le but, c'est un but économique. On fait quand même une performance économique. Je veux dire, c'est quand même le but ultime de l'entreprise, de faire des profits. Le mot profit n'est pas négatif, mais par contre, ça sera une autre forme d'entreprise. Une organisation beaucoup plus, responsabilisante, beaucoup plus, laissant les gens beaucoup plus autonomes, prenant des décisions pour le bien du business. Et ce qui me frappe, c'est évidemment ce qui se passe depuis 25 ans. Moi qui suis un vieux routier, vous avez dit, j'ai plus de 40 ans dans les grandes écoles, c'est de voir l'impact du digital. Parce que le digital, finalement, ça a été à la fois un rêve. Rappelez-vous, les premières années d'Internet, on a dit que c'était la liberté, etc. C'est devenu quand même un cauchemar, surtout avec le Darknet. Mais le digital a quand même ouvert l'entreprise au monde, les collaborateurs au monde, et si vous voyez ce qui s'est passé depuis quelques années, qu'est-ce que font les jeunes notamment ? Ils évaluent leurs entreprises, ils évaluent leurs managers, c'est incroyable, ce qu'on ne pouvait pas faire avant qu'on ait cette révolution digitale. Donc vous voyez ce que je veux dire ? On a une entreprise qui va exister, qui va coexister, mais je ne crois plus au modèle de l'entreprise très hiérarchique, très top-down, et même dans le secteur public, on s'aperçoit qu'il y a des initiatives absolument formidables. Merci pour cette première réponse. Comment est-ce qu'on peut faire le lien avec le sens aujourd'hui ? Alors, la question du sens, c'est comme vous l'avez dit dans cet article que j'ai publié sur LinkedIn, et j'ai été très surpris du chiffre que vous venez de donner. J'ai dépassé 29 000 vues en moins d'une semaine aujourd'hui. C'est un peu spécial. Je me suis interrogé pourquoi est-ce que autant de gens ont partagé, ont lu en plus l'article qu'ils trouvent apparemment très bien. C'est que derrière cette question du sens, il y a quand même une idée absolument fondamentale. Le sens, il a 3 acceptions en fait. Qu'est-ce que ça signifie ? Le sens, c'est d'abord une direction, évidemment. Le sens, c'est une signification.
Et enfin, le sens, c'est une expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que recherchent les gens aujourd'hui, que ça soit des jeunes collaborateurs, mais même des gens de la génération X, Y et la mienne qui est en train de disparaître des entreprises, qui est la génération des baby boomers, eh bien, on a toujours voulu avoir des réponses à ces questions. Où est-ce qu'on va? Pourquoi on y va? Vous voyez comment on y va. Donc cette question du sens, elle est devenue encore plus actuelle puisque la pandémie a quand même posé la question du pourquoi j'irai travailler en fait quelque part. Et avec l'explosion évidemment du télétravail qui a été une vraie révolution à partir de mars 2020, même si ce n'est pas une innovation. Puisque dans les années 2000, j'ai eu une chaire de recherche sur le nomadisme en HEC, et je disais dès 2008 dans un livre qui s'appelle L'entreprise mobile que le télétravail ou le travail à distance, on l'appelait le travail à distance, en fait était une solution tout à fait intéressante pour l'entreprise, pour les salariés qui voulaient recomposer un peu leur vie personnelle par rapport à la vie de travail, et puis pour la planète, la réduction des temps de transport, etc. Donc il y avait des tas d'avantages, mais il y a aussi des risques. Et l'un des risques importants, c'est ce que j'ai appelé à l'époque la perte du lien social. C'est-à-dire que c'est bien joli de vouloir travailler tout le temps à distance, mais on a un vrai risque de rupture, vous voyez ce que je veux dire, de la communauté qu'on forme. Voilà. Alors, vous avez commencé à l'aborder. Est-ce que le sens dont on est en train de parler, est-ce que c'est le même finalement pour un manager et pour un collaborateur ? Pour un manager, c'est de comprendre finalement pourquoi je suis dans ce rôle d'animation d'une équipe. C'est-à-dire dans la question de l'identité même du manager, c'est comment et pourquoi accepte-t-il cette position, qui est pas facile à accepter, puisqu'on voit aujourd'hui une grosse tendance des jeunes générations à refuser les rôles de manager quand même. Il faut quand même le dire. Donc le sens, c'est qu'est-ce qui me pousse à prendre des responsabilités et à prendre des risques. Et tout dépend en plus de ma position de manager, parce qu'on ne parle pas des mêmes managers quand on est dans la hiérarchie élevée, dans les niveaux élevés de la hiérarchie, et ceux qui sont beaucoup plus bas dans la hiérarchie, qui sont ce qu'on appelle les managers de premier niveau, et qui sont souvent entre le marteau et l'enclume en quelque sorte. Et donc ce que je veux dire par là, quand on parle du sens pour le manager, c'est d'essayer à la fois de se poser la question de son rôle en tant que manager, de faire l'adéquation avec quelque chose qui est important, qui est le sens aussi de l'entreprise, de l'organisation, un niveau plus élevé. Et là, quand on parle du sens de l'entreprise, on pourrait parler de raison d'être. En quelque sorte, il y a un lien très fort avec la raison d'être. Et puis, au-delà de ce rôle, de ce questionnement sur son positionnement, sur son rôle par rapport à l'entreprise, c'est évidemment vis-à-vis des collaborateurs. Et là, il y a une question, comment il va pouvoir embarquer, ou elle va pouvoir embarquer les collaborateurs. Donc, donner un peu une raison aux collaborateurs de venir travailler. Alors, au niveau du collaborateur, c'est justement pourquoi je vais venir travailler dans cette entreprise, je vais la rejoindre, je vais y rester aussi. Parce qu'on peut être attiré par une entreprise qui a un très beau discours en marque employeur, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? On vend l'entreprise, on fait du marketing de l'entreprise, mais on s'aperçoit que la réalité vécue par les collaborateurs est très différente. D'où la notion d'ailleurs très importante d'expérience collaborateur. Et puis il y a le sens personnel, c'est quelle est je dirais l'orientation que je veux donner à ma vie. Et si le sens de l'entreprise ou le sens au niveau du manager ne correspondent pas à mon sens personnel, il peut y avoir un clash et du coup je pars. Et les jeunes générations n'hésitent plus à partir, surtout quand on a la question de la planète qui est posée. On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se détournent de l'entreprise. On a vu des générations là, de jeunes diplômés qui se disent qu'ils ne rejoindront pas une entreprise qui n'est pas respectueuse de la planète. On a des exemples d'ailleurs de certains discours qui ont été prononcés, je ne sais pas si c'était le cas à HEC, mais oui, je crois à Agrotech, de jeunes diplômés. Voilà, absolument. Il y en a même qui ont tourné le dos au patron de Total, quand même. Et c'était à Polytechnique. Ouais. Donc, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Là, pourquoi est-ce qu'on a ces comportements? C'est parce que le sens personnel que ces jeunes générations voient dans le travail ne correspond plus à ce que peut leur vendre l'entreprise. Donc, ils se détournent de l'entreprise, de la grande entreprise. Est-ce qu'on peut dire que, au-delà de ça, il y a un petit peu une question qui est celle de la confiance?
Confiance, l'adhésion du collaborateur par rapport à l'entreprise, l'adhésion du collaborateur par rapport au manager. Est-ce que finalement tout ça, c'est pas un petit peu une problématique de confiance? Absolument. D'ailleurs, l'article que vous avez cité, qui a fait un petit tabac là depuis une semaine, je l'ai bien intitulé "Manager par le sens et la confiance", parce que je lis les deux, si vous voulez. Et la question de la confiance, elle est centrale. Elle était déjà centrale quand on a vu exploser, par exemple, le télétravail. Je l'ai dit notamment dans un article des Échos d'octobre 2020, où la journaliste avait titré l'article "Sans refond du management, ce n'est pas du télétravail, c'est du contrôle à distance". Parce que ce qu'on a vu avec cette question du télétravail, c'est la possibilité des travailleurs, des personnes, on va dire, d'être en autonomie, d'être chez elles, etc. Donc il fallait effectivement lâcher la prise. Le problème de la confiance, il y a un mot-clé qui définit la confiance. On l'avait écrit d'ailleurs dans un autre ouvrage que vous n'avez pas cité, parce que j'en ai publié pas mal, et surtout ces dernières années, et il s'appelle le management par la confiance, avec des collègues de l'ESCP et de l'ESSEC. Et qu'est-ce qu'on dit dans cet ouvrage? Le premier mot-clé qui vient dans cet ouvrage, c'est le mot vulnérabilité. Quand on fait confiance à quelqu'un, on se rend vulnérable. Par exemple, aujourd'hui, vous m'interrogez. Vous avez pris un risque en quelque sorte, hein. Vous voyez ce que je veux dire? L'ENOFAP a pris un risque. Eh bien, c'est cette capacité à accepter sa vulnérabilité. Et pour la question qu'on a évoquée juste avant, la question du sens, c'est pas facile pour un manager d'accepter d'être vulnérable, c'est-à-dire de faire confiance. Par contre, pour un collaborateur, alors là, on revient à la question sur le collaborateur, et effectivement, il est important pour le collaborateur d'avoir la confiance de son supérieur, etc., d'accepter et de prendre, parce que la confiance, c'est aussi une question de promesse, hein, c'est-à-dire je te promets en quelque sorte que la confiance que tu me donnes, je vais pouvoir la satisfaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même, oui, il y a quand même un engagement de la part de celui à qui on fait confiance, évidemment. C'est absolument évident, hein. Donc on a des éléments qui sont absolument centraux. La confiance, pour moi, c'est un peu l'articulation autour, le pilier autour duquel s'articulent beaucoup de choses. Par exemple, un des éléments importants de la confiance, je pense pas qu'on puisse faire confiance, par exemple, ou développer la confiance si on n'a pas une forte confiance en soi déjà. C'est compliqué, hein, de faire confiance. Et donc la confiance en soi est un des premiers piliers. Et puis il y a un autre enjeu, à mon avis, dans la confiance, c'est ce qu'on dit aussi dans l'ouvrage, c'est inspirer confiance. Inspirer confiance, c'est pas donné à tout le monde, si vous voulez. Et donc encore une fois, c'est du registre d'un manager plutôt en posture plus basse que haute. Et traditionnellement, le management, y compris dans nos écoles, la mienne par exemple à HEC, historiquement fait de l'enseignement du management et surtout évidemment des managers en posture haute, hein. Surtout que quand vous parlez ici avec HEC de la première école quand même européenne, voire, vous voyez ce que je veux dire, les déclassements qui ces dernières années la mettent toujours en première position quasiment au niveau européen, voire mondial sur l'executive education, ça ne met pas forcément les jeunes formés, hein, de cette école en position basse. Or aujourd'hui, l'entreprise a besoin beaucoup plus de managers en posture basse plutôt qu'en posture haute. Donc là, il y a aussi une révolution à faire, vous voyez, dans l'inconscient. C'est pas parce qu'on sort entre guillemets de la première école française que on est forcément le meilleur manager. J'ai envie de vous poser une question, Charles-Henri. Oui. Vous avez parlé de la vulnérabilité. Oui. La vulnérabilité n'est pas enseignée par les écoles de commerce. Non, pas du tout. Est-ce que aujourd'hui un manager peut revendiquer sa vulnérabilité comme étant un élément justement créateur de confiance? Et j'ai envie d'ajouter à cette question une deuxième question. Comment est-ce qu'on peut avoir finalement confiance en soi et être vulnérable en même temps? D'abord, les écoles de gestion, enfin, on va dire l'enseignement supérieur, ne forment pas, à mon avis, les jeunes à accepter leur vulnérabilité. Or, je crois que c'est un enjeu qui devient de plus en plus important dans nos entreprises, dans nos organisations. D'ailleurs, il y a un mot que j'associe à vulnérabilité, c'est l'authenticité. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que on accepte finalement de se révéler comme on peut l'être, c'est-à-dire que effectivement on n'est pas 100% top niveau 100% du temps, donc on va se retrouver avec des situations où effectivement on ne peut pas répondre, on ne sait pas répondre, on va se reposer sur d'autres personnes, des collaborateurs, etc. pour solutionner le problème. Donc ça c'est une attitude qui va à mon sens devenir de plus en plus, je dirais,
visible et qui va s'apprendre avec le temps. Parce que en plus les jeunes générations, toutes les générations, mais particulièrement les jeunes, sont sensibles à cette dimension de l'authenticité. Et ils veulent plus des discours bullshit, quoi, pour dire les choses. D'ailleurs, la prochaine chronique, je vous l'avais dit au téléphone, la prochaine chronique qui va être publiée, qui sera publiée cette semaine dans sur Harvard Business Review France, je l'ai intitulée le leadership bullshit, pour en finir avec le leadership bullshit, des actes pas des discours creux. Voyez. Et donc, pour revenir à la question de la vulnérabilité, c'est un petit peu la même chose. On est vulnérable sur certains aspects et il faut accepter de le montrer. Donc, et la deuxième question, vous pouvez me la reposer. La deuxième question, c'était comment est-ce qu'on peut concilier aujourd'hui la vulnérabilité et la confiance en soi? C'est pas parce qu'on est, je crois pas qu'il y ait d'opposition. Avoir confiance en soi, c'est aussi se dire qu'il y a certaines dimensions de soi. Ça peut être une attitude, ça peut être un niveau de, un niveau de compétence qu'on ne maîtrise pas dans un certain domaine. On peut justement bâtir sur cette vulnérabilité pour développer sa confiance en soi et accepter de révéler à l'autre qu'on est plus faible sur un domaine, etc. Le Covid nous l'a montré, l'exemple, les réunions Teams, l'entreprise à distance. Est-ce que aujourd'hui on peut rester proche tout en étant à distance? Et si oui, comment? Oui, alors moi j'ai d'abord le sentiment que l'entreprise de demain, d'ailleurs je parlais à un jeune start-upper ce matin qui est spécialisé sur le développement de solutions pour gérer l'hybride, pour gérer, vous voyez, des situations entre le présentiel et le distanciel. Et en fait, je disais, ce qui paraît absolument essentiel dans les situations effectivement à distance, pour rester proche tout en étant loin, comme vous dites, c'est d'avoir déjà une connaissance un petit peu du groupe. Je crois qu'une des conditions préalables pour justement rester proche tout en étant loin, c'est d'avoir une connaissance quand même un peu intime des personnes. C'est-à-dire que ça sera beaucoup plus compliqué de rester proche et tout en étant loin quand on ne connaît pas le groupe intimement. C'est-à-dire que en gros, il faut faire un peu de présentiel, avoir eu une expérience et je dirais une expérience en 4D, parce que le problème d'être à distance et d'être loin, c'est qu'on est souvent en 2D sur des écrans Teams, des écrans Zoom, etc. Vous voyez ce que je veux dire, il se passe. Par contre, quand vous êtes en présentiel, et c'est notre cas aujourd'hui là, il y a une situation de 4D. Alors, qu'est-ce que c'est la quatrième dimension? Parce que le 3D, on voit bien, je vous vois en 3D, mais la quatrième D, c'est l'émotion. Et ça, c'est fondamental, parce que si vous voulez rester proche tout en étant loin, il faut qu'il y ait eu un moment de l'émotion ensemble. Il faut avoir partagé quelque chose qui semble être, je dirais, qui semble être commun à l'ensemble. Une fois que vous avez pu créer cette alchimie, là, on pourra avoir des situations à distance, en étant loin, mais en se rappelant toujours le moment qu'on aura eu ensemble. Donc moi, je plaide pour une organisation hybride qui alterne effectivement des moments de présentiel et des moments de distanciel. Donc aucun problème. À partir du moment où on arrive un peu à équilibrer. D'ailleurs, dans un autre livre qu'on a publié en 2022 avec deux collègues de l'ESSEC qui s'appelle Les nouvelles organisations hybrides, il y a une chose qui est frappante. C'est que le travail à distance est pertinent, c'est-à-dire le travail loin, on va dire, est pertinent pour toutes les activités un peu standards. Vous voyez ce qu'on appelle le run. Par contre, quand vous faites du build, c'est-à-dire de la création, de l'innovation, etc., là, il est beaucoup plus important d'être en présentiel. Pourquoi? Parce qu'il se passe des moments magiques. Il suffit d'un regard pour que quelqu'un ait une idée. Très compliqué à faire quand on a la taille sur des écrans Zoom. Là, vous voyez, je sors de 2 heures d'une réunion avec des collègues universitaires d'une réunion Zoom. C'est vrai qu'on les voyait sur la taille d'un timbre-poste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement ridicule. Vous ne voyez pas les yeux, vous ne voyez pas vraiment les mouvements, etc. Donc, en fait, je pense que pour rester proche tout en étant loin, il y a des conditions, et puis organiser aussi des rituels. On dit dans le livre organiser des rituels, c'est-à-dire que le vrai problème de l'hybride, ce n'est pas de mettre les gens à distance, c'est qu'est-ce qu'on leur fait faire en présentiel. C'est-à-dire si c'est pour faire des réunions Zoom et Teams dans un bureau avec tous les collègues dans le même building, c'est d'une stupidité. Vous voyez. Donc là, les gens vont être un peu plus exigeants, effectivement.
On revient un petit peu à cette notion d'authenticité, de transparence dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, on peut dire que la technologie véhicule de la sincérité, de la transparence et de l'émotion ? D'une certaine façon, si on a été capable de les créer dans des situations en présentiel, moi je ne crois pas à la création d'équipes, je veux dire, qui ne se sont jamais vues, qui ne sont jamais un peu frottées, si vous voulez, qui n'ont jamais pris un verre de bière ensemble, par exemple. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, parce que toutes les histoires d'apéro Zoom qu'on a vues éclater, moi ça me faisait sourire. Il fallait quand même. Alors, ça marchait parce que souvent c'était des gens qui avaient eu des émotions ensemble avant. Vous voyez, et revenir à un univers en 2D après, c'est beaucoup plus compliqué. D'où le rappel au présentiel dont vous faisiez l'écho il y a quelques instants. Le sujet amène celui de l'innovation technologique, bien sûr. Alors, il y a évidemment un gros débat aujourd'hui sur l'innovation technologique et notamment l'IA. L'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, on arrivera à maintenir ou à créer ces situations ou ces conditions de confiance dans un environnement technologique complètement bouleversé ? En clair, est-ce que l'IA va demain nous permettre de créer cette confiance ou est-ce qu'on peut se poser des questions ? Alors, l'IA ou toutes les technologies qui ont précédé, moi je dirais, ont un impact sur ce que j'appelle le système social, sur la relation entre les hommes et les femmes, les managers, etc. Il y a une vieille école de management que j'ai utilisée d'ailleurs comme fondement un peu scientifique lorsque HEC, le directeur général d'HEC de l'époque m'a confié cette chaire sur le nomadisme, les outils nomades, le travail à distance, comme je disais tout à l'heure. C'est une école qui s'appelle l'école socio-technique, qui dans les années 50 disait quelque chose de très simple. Quand on a une innovation technologique, il faut s'intéresser au système social qui l'utilise. Prenez quelque chose avant de parler des IA, et de l'IA générative en particulier. On a eu dès la fin des années 90 l'explosion du web. Vous savez quelle a été la première révolution pour justement les managers et les managers? Ça a été le mail, l'email. Ça a l'air de rien, ça nous paraît tellement, préhistorique pour les jeunes qui nous écoutent. Mais l'email a été pour la première fois la possibilité donner à un collaborateur de s'adresser directement à son grand chef, au grand patron, directement, sans passer par les canaux hiérarchiques. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Raccourcissement des distances. Eh bien sûr, ça a été la hiérarchie qui a été complètement cassée. De la même façon, le BlackBerry, moi ce qui m'avait frappé entre 2002 et 2004, c'est le BlackBerry quand il est arrivé. J'ai dit au patron de BlackBerry sur Radio Classique, votre outil est le plus merveilleux que je connaisse, mais aussi le plus pervers. Alors il n'a pas aimé le deuxième adjectif, le mot pervers. Mais pourquoi vous me dites pervers? J'ai dit parce que vous donnez un outil qui permet à un manager, déjà un autocrate, c'est-à-dire un sale con pour dire les choses clairement, un autocrate, il envoie les mails à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et il sait par cette nouvelle technologie, à l'époque qui s'appelait la technologie push, que n'importe quel collaborateur recevait sur son BlackBerry les emails, ce qui n'était pas le cas à l'époque, parce que là, à l'époque, et je parle encore une fois parce que c'est des technologies qui ont évolué, il y avait qu'une technologie qu'on appelait pull. Pull, ça voulait dire tirer les mails. Donc c'était au collaborateur de décider s'il fallait amener les mails, tirer les mails sur la boîte email. La technologie push fait les choses automatiquement. Et aujourd'hui, tous les outils qu'on a, c'est de la technologie push. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je signifie par là, c'est que quand vous me posez la question du sens et de la confiance, je crois que la technologie en soi n'est pas mauvaise. C'est bien l'usage qu'on en a qui est. Et c'est donc faire, je dirais, utiliser des outils. Alors, on peut parler de l'IA générative, effectivement, ou des IA génératives, parce que, eh bien, il y a des enjeux forts en matière de management, parce qu'on va se retrouver avec, par exemple, un potentiel remplacement de certaines activités managériales par de l'IA générative. Par exemple, les tâches. Vous savez que dans le management, et je l'ai cité dans ma première chronique, la publiée fin octobre, sur HBR, sur Harvard Business Review, que j'ai intitulé « Le management va-t-il être dissous ou augmenté par les IA génératives ?» Henri Fayol, qui est quand même le premier théoricien du management moderne, en 1918, parlait des tâches de planification, d'organisation, de contrôle, etc. La fameuse méthode PDCA. Et oui, mais c'est quand même le premier. Et derrière les IA génératives, vous imaginez qu'on a des potentialités de créer en fait
d'autres formes de management. Alors pour revenir à la question plus précise, sens et confiance, la question posée par ces IA, c'est que comment elles vont être utilisées? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-on, par exemple, les croire quand on voit les hallucinations produites par ChatGPT, c'est-à-dire à des questions simples? Et une des questions que j'ai posées à ChatGPT dès le mois de mars 2023, ça a été de me citer tous les bouquins que j'ai écrits depuis 1988. Il m'en a cité 12, et sur les 12, il n'y en avait pas un il y avait aucun ouvrage que j'avais écrit, des titres inventés, et qui avaient été construits sur peut-être des conférences ou des textes que j'ai écrits. Donc en fait, il avait repris apparemment des bouts de texte, et il en a fait des titres de livres et des dates de publication. Si vous voulez, d'où, à mon avis, pour justement restaurer cette question centrale du sens et de la confiance, je pense que les managers doivent développer une qualité ou une compétence qu'on appelle soft skill, qui est la compétence du discernement ou de l'esprit critique. Je lis les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire les IA, le résultat des IA pour face value, c'est-à-dire pour ce qu'elles disent. Il faut absolument être capable, en tant que manager, et si on veut justement le lier au terme du sens et de la confiance, avoir une capacité de recul, avoir une capacité de, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à ce que produisent ces technologies. Indéniablement, et je l'ai écrit pas mal depuis mars, ces technologies accroissent la productivité d'un certain nombre de métiers, on va dire, ou d'activités dans des métiers, mais il va falloir redonner la main à l'humain, redonner la main à l'humain. Vous voyez, je fais un jeu Donc vous avez ici une capacité indéniablement d'un manager que j'appellerais augmenté, mais il faut pas qu'il se laisse piéger par cette technologie, c'est tout. Et encore une fois, il suffit de relire les textes de cette école sociotechnique à partir des années 50, qui, pour moi, est l'école la plus inspirante pour essayer de comprendre l'interaction des technologies et du management et des ressources humaines et du social en général. Alors le sens, c'est la direction, la confiance, c'est le lien. Comment est-ce qu'une entreprise peut arriver à être agile dans ce contexte-là? Encore une fois, l'entreprise, par rapport à tout ce qui nous arrive, le sens là, il est puisque c'est un point à l'horizon. C'est un petit peu comme quand on fait des navigations longues ou moins longues, on a besoin un point à l'horizon. Oui. Et je pense que quelles que soient les perturbations que nous allons connaître, et Dieu sait que les IA nous en réservent de sérieuses, il va falloir se donner quand même un objectif. Donc quelque chose qui soit du domaine du sens. C'est pour ça que moi j'aime bien l'idée de raison d'être qui a été développée depuis la loi de 2019. C'est qu'en fait les entreprises déclarent un petit peu le pourquoi elles existent et vers quoi elles vont. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on se retrouve avec une sorte de cap. Alors évidemment, ce cap, il va pouvoir bouger en fonction des circonstances. Qui aurait imaginé il y a un an, vous voyez, on est presque à quelques jours de l'anniversaire de l'arrivée de ChatGPT, c'était le 30 novembre 2022. C'est quand même qui aurait imaginé cette révolution qui touche finalement énormément de métiers au fond. Autrement dit, peu importe le temps qu'il fasse, pourvu que le marin ait le cap en ligne de mire et effectivement confiance en l'équipe. Oui. Sur le bateau, c'est ça? Oui. Pour résumer? Oui. Et qu'il y ait quand même un pilote dans le bateau, parce que je ne critique pas la notion de leadership. Je disais tout à l'heure que là, mon prochain va être un peu sanglant. C'est pas le concept de leadership qui me gêne. C'est bien l'utilisation et tout le business autour du leadership qu'en ont fait beaucoup d'acteurs, y compris d'ailleurs des écoles et des universités. Vous voyez ce que je veux dire? La réalité, c'est que on a besoin, je dirais, de quelqu'un qui va donner, ou de quelqu'un ou une équipe. Quand je dis quelqu'un, c'est pas une seule personne, mais qui va donner une orientation, qui va donner un cap, et ce cap, il va permettre de surmonter un petit peu toutes ces incertitudes qu'on a et qui vont aller en s'accroissant. Je veux dire, je vois pas un monde qui va devenir beaucoup plus stable. Je crois que tout ce qui nous arrive, cette série de crises et de soubresauts qu'on a depuis quelques années nous enseigne que l'entreprise, elle doit être effectivement le mot agile de ce point de vue-là. C'est un mot d'ailleurs qui est simplement une récupération d'autres modèles de l'entreprise. Il y a le
grand gourou du management qui s'appelle Henry Mintzberg, qui est un Canadien, qui parlait déjà dans les années 70 de culture adhocratique ou d'entreprise adhocratique. Et le mot adhocratie, c'est uniquement un mot qui signifie l'adaptation à. Donc l'agilité, pour moi, c'est tout. C'est rien de nouveau sous le soleil. Simplement, il y a des méthodes agiles. Effectivement, il y a toute une technologie derrière le mot agilité qui est quelquefois très curieuse parce que je les trouve quelquefois très rigides pour développer l'agilité. Ce sera nos dernières questions. Quels conseils vous donneriez aux cadres et aux dirigeants pour tirer parti judicieusement de cette innovation technologique, tout en minimisant les risques, bien sûr? Écoutez, j'ai cité, je pense que quelqu'un qui est en situation de responsabilité par rapport à ces innovations qui nous arrivent et qui, encore une fois, vont être formidables sur le plan, par exemple, de la productivité de certaines activités, mais de grands risques aussi, je l'ai dit, les hallucinations. Alors, je pense que il faut maintenir et développer véritablement cette question de la pensée critique, du discernement, prendre du recul, prendre de la hauteur. Il me semble qu'il y a une caractéristique aussi que devraient développer beaucoup plus les managers, les cadres, c'est l'idée de curiosité. Il faut être ouvert et même je dirais, vous voyez, je fais le lien avec la question de la seniorité, j'en suis un bel exemple. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on approche les 70 ans comme moi, parce que j'ai pas l'air, mais oui, ne faites pas. Oui, eh bien qu'on n'est pas curieux. Et je pense que, vous voyez, que plus on devient, la question des générations, vous l'avez pas posée, mais je pense qu'il peut y avoir des vieux qui ne sont pas curieux, des vieux qui sont curieux et des jeunes qui ne sont pas curieux. Vous voyez, et je pense que si on a une capacité à être toujours curieux, à l'affût des signaux faibles, je pense qu'on pourra les managers pourront gérer ces évolutions technologiques qui sont quelquefois déroutantes, et puis et surtout s'appuyer sur des équipes à qui on laisse une certaine forme d'autonomie, parce que je crois que l'intelligence elle est beaucoup plus collective qu'individuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans des situations de plus en plus complexes, c'est pas les idées d'une personne qui va être capable de résoudre les difficultés auxquelles on est confronté. Il me semble que c'est véritablement effectivement sous le on va dire le guidage ou le guide d'un manager, etc., qui peut avoir peut-être un tout petit peu plus d'expérience, un tout petit peu plus. Le reste c'est le collectif qui va jouer. Okay. Jean-Henri, merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve pour un prochain podcast. Bye. Au revoir.